Monsieur le Président, chers collègues, chers partenaires, bonjour à toutes et à tous. Présenter un schéma quinquennal co-construit pendant 18 mois avec les partenaires, aboutissement de dizaines d'ateliers et d'heures de travail, c'est un moment particulièrement important pour une vice-présidente. Je commencerai par remercier tous ceux qui y ont contribué, de près ou de loin. Jessica Ménard, qui en a piloté toute l'organisation et la rédaction, aidée de Karine Viau, Louise Beauvais, Brunhilde Dunoux, Ivan Le Gall et Véronique Ducournau pour les plus impliqués. Cécile Chollet et Simon Favreau qui ont contribué à l'écriture et aux nombreuses heures de relecture pour parvenir à un texte homogène, cohérent et agréable à lire. Marion Lefeu au cabinet et Isabelle Drouet au secrétariat qui m'assistent au quotidien dans toutes mes missions. Et à l'extérieur, tous les partenaires et les agents du département qui ont contribué au bilan du précédent schéma et au contenu du nouveau, les participants à la journée du 2 mai et ses ateliers de travail, tous les jeunes que nous avons rencontrés pour connaître leurs attentes, besoins, envies, les membres du comité de suivi, associations comme institutions, et du CDMCA, le Conseil départemental et métropolitain de la citoyenneté et de l'autonomie qui représente la société civile, pour leurs avis et lectures attentives. Un nouveau schéma, c'est une aventure, un objet politique bien spécifique, difficile à appréhender lorsque l'on débute. Par où on commence? Où veut-on aller? Comment et avec qui? Quel est notre objectif et à qui s'adresse-t-on? Un nouveau schéma, c'est avant tout une page blanche. Le construire, c'est s'arrêter quelques instants dans le tourbillon du quotidien pour définir les priorités du département, ce qui le définit, comment on veut travailler. C'est prendre du recul pour se projeter dans l'avenir. C'est un exercice passionnant, car on n'est pas obligé d'apporter toutes les réponses immédiatement. On fixe un cap, et nous avons 5 années pour y répondre ou s'adapter si besoin. On me demande si ce nouvel engagement départemental, ce qui est le nom donné au schéma pour souligner son caractère volontariste, on me demande s'il est innovant, s'il y a des choses qu'on ne va pas trouver ailleurs, ce qu'il faut en retenir. J'espère que vous aurez les réponses à la fin de cette présentation. En tout cas, je ramasserai les copies. En ce qui me concerne, je pense que l'important, c'est le chemin qu'on a parcouru ensemble tout au long de ces 18 mois. Un diagnostic sur ce qui existe, ce qui fonctionne, ce qui a besoin d'être amélioré, et aussi là où nous avons besoin d'innover, et qu'il y a consensus sur ce diagnostic. Dans le climat actuel, après toutes les prises de parole précédentes, on se rend compte que ce consensus vaut de l'or. Il dit qui on est et comment on travaille dans le domaine du handicap en Loire-Atlantique. Quelques mots-clés néanmoins. Cet engagement est centré autour des personnes en situation de handicap, en tant qu'individus membres de la société, acteurs de leur parcours et pas seulement bénéficiaires, avec leurs aidants et les professionnels qui les accompagnent. On y parle d'habitat sous des formes variées et non de place ou de structure. Inclusion, autodétermination, pair-aidance, parcours, transversalité, ces notions se retrouvent tout au long de ce document. Le schéma en lui-même fait 50 pages, dans un langage destiné en priorité à nos partenaires, mais sa synthèse en FALC, facile à lire et à comprendre, le rend accessible à tout à chacun. J'espère que sa lecture en FALC donnera envie aux collègues de toujours prévoir une version FALC de nos documents si complexes. Depuis 2020, notre pays est confronté à de multiples crises, sanitaires, sociales, climatiques et désormais démocratiques. Via son engagement pour l'inclusion, le département de Loire-Atlantique propose des réponses adaptées à ces nouveaux enjeux. La crise démocratique. La crise démocratique que nous vivons actuellement est à l'origine du report de cette session. La méthode d'élaboration de ce schéma en est, je pense, le parfait contrepoint et la marque de fabrique de nos politiques départementales. Tout d'abord, nous avons fait un bilan partagé du précédent engagement, interne comme externe, dont les conclusions ont été validées par l'ensemble des parties. Une version synthétique de ce bilan constitue la première partie du document. On peut y lire que les 2/3 des actions annoncées ont été réalisées et que 98% ont été initiées. Beaucoup de choses ont été réalisées par nos prédécesseurs et je remercie Claire Tramier et son équipe pour le travail déjà accompli. Notamment, 14 millions d'euros ont été investis pour déménager la MDPH dans un nouveau bâtiment accessible et fonctionnel qui ouvrira officiellement le 22 mai. Il proposera, et c'est innovant,
Un lieu ressource permettant d'ouvrir la MDPH sur l'extérieur et en faire un lieu de vie et de partage et non uniquement d'actes administratifs. Farida Rebou vous en parlera tout à l'heure beaucoup mieux que moi. L'Observatoire du handicap nous permet de disposer de données fiables et précises à partager avec l'ensemble des acteurs. Chaque direction au département a pris sa part et, désormais, porte la question du handicap au sein même de ses compétences. L'accessibilité, bien sûr, mais également la participation, des programmations adaptées, les aides techniques ou humaines parmi de nombreux autres. Le plan ADAP est bien avancé avec, à ce jour, 80% des bâtiments départementaux concernés accessibles ou en voie de l'être, 95% des collèges, ainsi qu'un travail sur les sites touristiques comme les itinéraires de randonnée. Nos animateurs sportifs proposent du sport adapté et du parasport, très prisé des enfants, mais de leurs parents également, qui bénéficient ainsi de temps de répit. Je peux également citer l'exemple récent à Châteaubriand de l'ouverture d'une école de sport adaptée, sujet suivi attentivement comme le sport santé par ma collègue Louise Pahin. Les expositions culturelles ont désormais toujours une dimension sensorielle qui permet de diversifier les approches. Les artistes en situation de handicap, comme par exemple les groupes Cube ou Soyouz, peuvent se produire sur scène comme les autres. Les bailleurs sociaux, dont Habitat 44, proposent des logements adaptés et perçoivent des financements spécifiques via le soutien au territoire pour développer l'habitat dit inclusif, où l'on pense également aux accès au logement. Dans le nouvel engagement, nous n'avons pas repris cette architecture par politique publique, car les bonnes habitudes sont prises. Et les collègues savent bien au quotidien qu'à chaque présentation d'une nouvelle action, je leur demande quels aménagements ont été prévus pour les personnes en situation de handicap. Après cette phase de bilan, avec Liliane Jean, nous avons construit le cadre commun à nos politiques qui doit orienter toutes les actions et leur donner de la légitimité. Nous avons choisi 4 valeurs socles qui en constituent les fondations. La citoyenneté, la dignité, la solidarité, tant sociale que territoriale, et l'indispensable confiance entre les acteurs. Nous avons également défini 3 principes d'action pour animer au quotidien les politiques publiques. Valoriser la parole des personnes et de leurs proches, ainsi que leur implication dans la cité. Il s'agit de faire avec, écouter, la notion de pouvoir d'agir. Cultiver une approche globale des besoins et des attentes, c'est la nécessaire transversalité, et adapter en continu l'action du département, puisque nous avons besoin d'agilité. Ces éléments sont déclinés au travers de 4 orientations communes aux politiques de l'autonomie, tant pour les personnes âgées qu'en situation de handicap. Vivre en société et exercer sa citoyenneté, choisir son lieu de vie, être soutenu à chaque étape de son parcours et accéder à des services de qualité. La journée de lancement de la concertation, le 2 mai 2022, a été l'occasion d'expliciter les thèmes forts proposés pour être spécifiquement travaillés, soit une attention particulière aux 16-25 ans, la jeunesse issue de la loi de 2005 et de l'école dite inclusive afin de connaître ses attentes et ses besoins, l'autodétermination et la notion de société inclusive avec Julia Boivin et Pierre Sucmela, et réfléchir à quoi pourraient ressembler les établissements de demain. Une vingtaine de thématiques ont été travaillées, avec la participation de près de 200 personnes, ainsi qu'une consultation directe auprès de 30 jeunes de 16 à 25 ans, dans des parcours de vie différents, établissements, lycées ou à domicile. Écouter, faire participer, associer, observer, partager et surtout considérer. Tels sont les engagements que renouvelle le département via ce contrat de confiance réciproque et ainsi apporter sa pierre au renouveau démocratique espéré actuellement. C'est aussi une crise climatique. Annoncée depuis longtemps, la crise climatique commence à devenir réelle et tangible. La guerre en Ukraine, en raréfiant l'accès aux énergies fossiles, a démultiplié leurs coûts, révélant la fragilité de notre modèle de prise en charge dépendant d'une énergie abondante et bon marché. Comment assurer la prise en charge des personnes dépendantes si les professionnels ne peuvent plus se déplacer? Comment chauffer des bâtiments conçus pour être accessibles sans se préoccuper d'efficience énergétique? Les pénuries actuelles doivent nous faire ouvrir les yeux sur un modèle de développement dépassé et beaucoup trop fragile. Il nous faut penser de manière résiliente avec la capacité d'affronter n'importe quelle crise. Soumis au risque de submersion marine, avec une montée des eaux qui s'accélère constatée dans chaque nouveau rapport du GIEC, les établissements médico-sociaux de Mindin à Saint-Brévin
sont les premiers concernés. Ils ne seront pas reconstruits à l'identique. Il va falloir s'appuyer sur l'expérience acquise sur d'autres bâtiments, notamment les collèges, pour allier prise en charge adaptée et résilience, énergie renouvelable et attention portée aux surfaces consommées au sol, qualité de l'environnement extérieur, qualité de vie au travail, espace collectif et privatif. Je salue ici les directrices des établissements publics qui doivent piloter ce projet difficile et ambitieux, coporté avec l'ARS pour offrir un service public de qualité. Pour répondre à cet enjeu climatique, il est important de répartir l'offre d'habitat sur le territoire, au plus près des besoins et en cœur de bourg, afin d'accéder facilement au commerce et à la vie associative. Porter attention aux possibilités d'accès en transport en commun ou via des mobilités décarbonées. Lorsque l'on est moins autonome, c'est encore plus important afin de faciliter l'accès aux activités en milieu ordinaire, en étant accompagné ou non, suivant les possibilités de chacun. Il faut se poser aussi la question de l'alimentation, en structure ou avec une aide à domicile. La qualité, est-ce simplement fournir un repas ou fournir un apprentissage d'une alimentation variée et de qualité, apprendre à cuisiner des légumes et des plats moins carnés qui permettront la prévention de certains problèmes de santé? Cela pose la question de l'accompagnement humain, qui n'est pas le même pour un jeune de 20 ans qui souhaite accéder à l'autonomie, une personne ayant des problèmes de mobilité fine, ou pour se motiver à s'alimenter et qui aura besoin de préparation particulière ou de manger main. C'est tout l'enjeu de la définition de la qualité et du temps nécessaire aux professionnels de l'accompagnement pour définir des projets personnalisés au plus près des besoins de chacun, que ce soit à domicile ou en établissement. Ce qui m'amène aux crises sanitaires et sociales. Le Covid a souligné que les professionnels du médico-social étaient des travailleuses essentielles. Et oui, messieurs, je choisis une grammaire militante où le masculin ne l'emporte pas sur le féminin s'il est en nette infériorité numérique. Qui sont restés fidèles au poste, n'ont pas compté leurs heures et ont attendu pour être enfin éligibles, et encore, pas toutes, au Ségur de la santé. Cette absence de considération pour ces métiers difficiles et féminins, en résonance brûlante avec l'actualité, a engendré une crise d'attractivité pour ces métiers jusque-là épargnés. Je souhaite leur rendre un hommage appuyé, à remercier celles qui sont toujours là, malgré tout. Ils et elles ont toute leur place dans ce schéma qui s'adresse autant à eux qu'aux personnes en situation de handicap et leurs aidants. Comment redonner envie de faire ces métiers et surtout d'y rester? La plateforme d'attractivité des métiers développée en lien avec Jérôme Alemany, Liliane Jean, l'ARS et la Caisse nationale de la solidarité et de l'autonomie, la CNSA, c'est-à-dire la 5e branche, est une partie de la réponse afin de travailler sur la formation initiale et continue, les freins à l'emploi, la reconnaissance publique et sociale, le tout dans un contexte contraint par une hausse des besoins et une inflation galopante qui met les budgets sous tension. Rien qu'en 2022, les hausses salariales ont représenté un peu plus de 7,5 millions d'euros de dépenses supplémentaires pour la seule politique handicap. La notion de parcours de vie est au cœur de ce schéma, avec une attention particulière aux périodes charnières que sont le passage à l'âge adulte, l'entrée dans la parentalité, la perte d'autonomie avec le vieillissement. Il va sans doute falloir moduler les moyens pour soutenir de manière plus intense les moments de transition ou de perte de repères, puis reconstruire petit à petit, lorsque c'est possible, une certaine forme d'autonomie permettant un accompagnement moins soutenu et donc moins intrusif. Les services d'accompagnement à la vie sociale et professionnelle, médicalisés ou non, SAVS et SAMSA, font partie de la réponse et le département va continuer à développer l'offre avec l'ouverture de 30 places dès 2023 après les 70 créées en 2022. Nous allons également continuer à soutenir les aidants. L'offre a été réorganisée en PFRA, plateforme de répit et d'accompagnement, en 2022 avec l'ARS et la CNSA. Il faut continuer l'effort, permettre d'alléger la charge mentale des aidants via de l'information et de l'aide pour l'accès aux droits. Développer des offres de répit pour souffler et prendre du temps pour soi, savoir qu'il existe des possibilités d'accueil d'urgence pour pallier les aléas de la vie. Nous nous engageons aussi à développer l'offre d'accueil en structure avec différents modèles de prise en charge, soit pour y vivre longtemps, soit pour s'y poser un moment, le temps de préparer une nouvelle étape de sa vie, via par exemple les appartements tremplins. Au total, ce sont plus de 400 solutions nouvelles que le département va créer d'ici 3 ans,
soit 10% supplémentaires pour répondre aux besoins, dont 180 dès 2023 dans différents dispositifs, établissements pour personnes en situation de handicap vieillissante, dispositifs passerelles pour les jeunes en amendement Creton ou à domicile, services d'accompagnement à la vie sociale comme à la parentalité, place en foyer de vie. Vous noterez que le département ne peut s'engager que sur ses compétences strictes. Un effort complémentaire de l'État sera indispensable sur les volets enfance et sanitaire, donc pour les établissements et services médicalisés, pour ajuster la totalité de l'offre aux besoins constatés. Pour les enfants, je pense particulièrement à ceux en situation de double vulnérabilité, concernés à la fois par le handicap et des mesures de protection pour lesquelles le département a déjà pris des engagements dans le schéma enfance-famille. La dernière partie concerne la future gouvernance. Car pour piloter tout cela, le département n'agit pas seul, comme nous l'avons déjà vu. Il se positionne en chef de file, qui organise le dialogue entre les institutions, Agence régionale de santé, Éducation nationale, Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie, et les différents partenaires. Le CDMCA, qui représente l'ensemble des partenaires de la société civile, sera l'interlocuteur privilégié pour le suivi de ce schéma. La commission exécutive de la MDPH, où l'État est bien représenté. Les établissements et services, via les dialogues de gestion annuels, et une future gouvernance infraterritoriale à inventer pour se rapprocher des réalités de terrain et des partenariats déjà à l'œuvre. La déclinaison opérationnelle de ce schéma se fera via une feuille de route pluriannuelle qui sera présentée au CDMCA en juin. Conçue pour 3 ans, elle sera donc revue à mi-parcours. Pour se donner de la visibilité et la durée nécessaire pour que les actions se mettent en place, des temps forts partenariaux seront organisés tous les 2 ans. En conclusion, je vous propose d'explorer ce qu'est une vision écologique de l'inclusion qui traverse et sous-tend ce schéma. C'est une approche nécessairement transversale des politiques publiques afin d'appréhender la personne dans sa globalité et dans son écosystème. On peut parler de notion d'écosystème humain qui prend en compte la diversité et la complémentarité des profils et des compétences plutôt qu'une soi-disant homogénéité du genre humain. C'est appliquer les principes de l'éducation populaire au médico-social, c'est-à-dire croire en la capacité d'apprentissage des personnes, encourager l'autonomie lorsque c'est possible, valoriser les compétences plutôt que de ne voir que des inaptitudes, croire en la possibilité d'un engagement citoyen de chacun, développer le pouvoir d'agir avec les moyens à disposition que sont les aides techniques et les aides humaines, valoriser et favoriser la coopération de tous, avoir une approche qui part de l'expérience de terrain avec des cadres et des politiques au service d'eux plutôt que l'inverse. C'est aussi penser ERC, éviter, réduire, compenser. Éviter certains handicaps en évitant les pollutions et en améliorant la qualité et la sécurité de notre environnement. Réduire la perte de chance en agissant en mode préventif plutôt que curatif. Essayer d'intervenir dès les signaux faibles, par exemple avec le dispositif santé protégée lors de la mise sous protection d'un enfant. Et seulement ensuite, compenser lorsque le handicap est installé et qu'il faut accompagner la personne. J'espère que le cap fixé ouvre de nouvelles perspectives, participe au nouveau regard porté sur le handicap, motive les personnes concernées à défendre leurs envies et donne aux acteurs l'élan pour expérimenter de nouvelles solutions. Je laisse maintenant la parole à Farida Rebou pour la lecture de l'avis du CDMCA.